Il y a un an, le 1er octobre 2017, la Catalogne votait en faveur de son indépendance. Le président Carles Puigdemont fait alors face à l'intransigeance de l'Espagne et la déclaration d'indépendance quelques semaines plus tard sera le début d'un parcours chaotique où il s'exilera à Bruxelles et en Allemagne. L'ancien président de Catalogne est donc notre invité. Il répond à vos questions, Thomas, ce matin. Bonjour Carles Puigdemont. Bonjour. Vous êtes donc réfugié en Belgique pour échapper à la justice espagnole, loin de la Catalogne, loin de votre combat. Est-ce que vous serez prêt un jour à rentrer chez vous et aller en prison? En fait, je suis prêt de rentrer chaque matin lorsque je me réveille et je me dis moi-même, c'est le dernier jour que je passe en exil. Mais c'est bien évident que les conditions de mon retour ne sont pas encore, parce que il y a une lourde répression contre nous qui nous empêche de nous exprimer vraiment et en fait qui nous presque condamne déjà avant un jugement à un long séjour dans une prison. Mais finalement, si la décision d'une justice européenne, soit allemande, soit belge, soit écossaise, nous dit que nous devons être renvoyés là, bien sûr, je veux l'accepter, comme toujours. Votre place, elle est en Catalogne, pas à Bruxelles? Oui, mon pays, c'est la Catalogne. Je fais de la politique pour la Catalogne. Ma famille, c'est là, mes paysages, tout. C'est comme m'appartient, c'est là et j'ai envie d'y retourner, bien sûr. Et pourtant, vous êtes à Bruxelles. Vous avez bénéficié depuis le début du soutien des nationalistes flamands de la N-VA. Vous avez d'ailleurs parlé d'un partenaire d'entrée de jeu au début. Est-ce que vous êtes encore soutenu justement par ce parti, la N-VA, notamment financièrement ? Mais non, financièrement, pas du tout. Ce qu'on dit, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a même avant l'événement d'il y a une année, des amis, des amitiés, des collaborateurs politiques ailleurs, l'Europe. C'est clairement pour ça aussi que vous êtes à Bruxelles? C'est à cause de ce soutien-là, vous saviez soutenu? Non, depuis le premier jour, je dis que je ne suis pas venu à la Belgique, je suis venu à la capitale de l'Europe. Parce que, loin de cacher, au contraire, on devait continuer un combat. Et peut-être l'endroit le plus indiqué, c'est justement la capitale de l'Europe. Il a été question il y a quelques semaines que vous figuriez sur la liste européenne justement de la N-VA aux prochaines élections de mai 2019. Vous confirmez cette information? Je ne peux pas confirmer, pas du tout, parce que je n'ai pas reçu aucune proposition, je n'ai pas parlé à personne de ça. Et ça serait possible? Techniquement, c'est parfaitement possible, mais il faut avoir une question préalable que moi-même j'aurais l'intention d'y aller. C'est pas mon but parce que je fais de la politique par la Catalogne. Parce que du coup, vous bénéficierez d'une immunité parlementaire européenne. Pas nécessairement. C'est la seule façon d'avoir cette immunité, c'est pas nécessairement de se présenter par la Belgique. Alors vous publiez un livre justement ici en Belgique, La crise catalane, une opportunité pour l'Europe. En gros, vous en appelez aux leaders européens et notamment au président du Conseil européen, Donald Tusk, pour sortir de l'ornière comme médiateur dans cette crise catalane. Qu'est-ce que Donald Tusk va faire là-dedans? Bon, en fait, c'est une interpellation à l'Union européenne en général, et on cible Donald Tusk pas parce que doit être lui qui doit faire ça, mais c'est vrai que il a été le seul que, lorsqu'il a dû s'exprimer sur la crise catalane, il a fait avec une langue, un vocabulaire respectueux. Et donc, pour commencer à avoir une solution, une médiation, il faut d'abord le respect. L'Europe s'est tue parce qu'elle soutenait l'Espagne, clairement. Donc vous dites le contraire, qui ne dit mot consent, et du coup vous avez l'impression que comme l'Europe s'est tue, elle soutient votre cause? Non, je dis jamais, parce que c'est évident, l'Union européenne, les institutions européennes ne soutiennent pas la cause catalane. Ce que je dis et ce que je critique, ma déception, c'est que, pas concernant au sujet de l'indépendance, mais concernant aux droits fondamentaux, elle se taise. Parce que le 1er octobre, il y a une brutalité policière, il y a une répression politique contre des politiciens qui c'est inacceptable dans le cadre des droits fondamentaux de l'Union européenne. N'importe si c'est en Catalogne, à l'Hongrie ou à la Pologne, ça nous concerne tous. Il y a eu 800 blessés justement ce 1er octobre, il y a un an, et ça vous reste en travers de la gorge, si j'ose dire. Oui, ça sera une journée qui va rester à la mémoire. Surtout parce qu'il y a, malgré toute cette violence, il y a presque 2 400 000 Catalans qui sont allés à voter. Et on a envie de dire tout ça pour ça, un an plus tard, on en est toujours à cette crise, toujours dans l'impasse. Il ne vous reste plus que la carte de Donald Tusk pour sortir de la crise. Mais non, la carte du dialogue.
et la carte de l'Europe aussi, parce que c'est un sujet européen maintenant. Et je crois que tout le monde se rend compte maintenant que ce n'est pas un sujet domestique, ce n'est pas un sujet intérieur de l'Espagne, mais qui concerne tous, parce qu'il s'agit de droits fondamentaux. Parce que du coup, vous dites, nous croyons que l'indépendance est la seule solution. Vous continuez ce combat qui nous reste, la seule solution qui nous reste. Mais peut-être qu'il existe quand même une autre formule pour sortir de la crise. Ça veut dire qu'on a laissé l'intransigeance de côté, du coup, Carles Puigdemont. Depuis le premier jour, même face le plus intransigeant de Premier ministre de ces dernières années, M. Mariano Rajoy, j'ai soutenu la possibilité que puisse exister à notre parcours par la Catalogne. Parce qu'en fait, dans la tradition politique catalane, la majorité des propos n'était pas l'indépendance. Mais on a finalement, après un long parcours de 40 ans, demandé l'indépendance parce que tous les autres chemins ont échoué. Et bien évidemment, s'il y a un propos espagnol, si un projet espagnol par la Catalogne qui n'existe pas encore, moi, mon engagement, c'est d'en parler. Mais je dis ça depuis le premier jour que je suis devenu président. Et vous évoquez l'intransigeance de Mariano Rajoy, depuis nouveau chef de gouvernement, Sanchez, qui a ouvertement tendu une main aux Catalans en disant qu'il y avait possibilité de discuter sur un statut comportant plus d'autonomie, mais en écartant l'indépendance. Est-ce que ça, c'est possible? Vous parlez de dialogue. À un moment donné, il faudra trouver un compromis. C'est vrai, il faudra trouver un compromis sur la base de demandes réelles. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a parcouru déjà ce chemin. On a fait un statut nouveau. On a prouvé avec une large majorité au Parlement catalan, après au Parlement espagnol, et après un référendum. On a prouvé déjà ce nouveau statut. Alors, il s'agit de quoi exactement? Parce qu'au-delà d'une annonce qu'on peut partager, d'ailleurs on doit en parler, bien sûr qu'on doit en parler, il n'y a rien de concret. Vous savez, nous, on vit dans un pays, en Belgique, où ce combat existe depuis des dizaines d'années et où on va de compromis en compromis. Est-ce que l'intransigeance en politique, forcer la main, justement, à une région catalane et imposer une indépendance, est-ce que c'est véritablement ça, la solution politique? Ce qui a été imposé en Catalogne, c'est un statut d'autonomie qu'on n'a pas voté. C'est ça le début du problème. Mais votre peuple catalan est divisé. Dans les rues de Barcelone, la nuit, il y a des unionistes, justement, qui vont couper les petits rubans jaunes de votre cause. C'est preuve quand même qu'il y a aussi d'autres Catalans, peut-être moins médiatiques et moins audibles, qui ne soutiennent pas votre cause. Le peuple est divisé. C'est évident qu'il n'y a pas l'unanimité. J'espère pas avoir l'unanimité dans une société démocratique. Il s'agit de ça, la démocratie. Donc il y a une controverse, une confrontation d'idées, de se mettre d'accord comment on doit le résoudre. Et bien évidemment, la violence, ces commandos masqués contre les rubans jaunes, c'est pas la voie non violente de régler les choses. On doit en parler. C'est un débat qui existe. La démocratie a inventé une méthode pour résoudre ces questions, que c'est la parole, c'est donner la parole au peuple. Mais vous reconnaissez qu'il y a eu aussi une violence politique de votre part, dans votre combat, d'amener cette déclaration d'indépendance au Parlement, de forcer la main sur un débat qui n'est pas forcément noir ou blanc? Il n'y a pas de violence lorsqu'on agit sur le cadre d'une décision du Parlement qui est née d'une volonté claire des électeurs. Donc, on a agi face au Parlement, on a agi en public, on a utilisé uniquement des instruments démocratiques et non violents, on a toujours plaidé par la non-violence, et donc il ne peut y avoir aucune source de violence dans cette attitude. Je veux rappeler, j'insiste qu'en fait l'unilatéralité s'est imposée en 2010, quand la loi qu'on a approuvée avec une large majorité a été suspendue, a été annulée, a été réinterprétée après un référendum. La Cour constitutionnelle, 10 personnes nommées pendant le temps de José María Aznar, et ils ont agi absolument contre une volonté majoritaire qui rassemblait des pro-indépendantistes et des partisans de l'union avec l'Espagne. Vous voulez européaniser justement votre combat, ce droit à l'autodétermination. Or, vous savez pertinemment qu'en Europe, c'est ouvrir une boîte de Pandore. Il y a quantité de régions qui plaident ce droit depuis des années, notamment par exemple en Belgique. Donc à un moment donné, comment européaniser ce combat-là, alors qu'on sait très bien que ça va réveiller les vieux démons européens? Parce que l'Europe, ce n'est pas uniquement les institutions européennes, ce sont les citoyens. Et les citoyens, il y a une grande diversité. Il y a beaucoup de peuples en Europe qui plaident par un article que, au-delà de ça, c'est l'un des droits fondamentaux dans la Charte des Nations Unies. Donc on parle de droits de l'homme. Clairement, donc, bien évidemment, il y a peut-être des États qui ne veulent pas même entendre de ces droits.
Mais il faut se souvenir de cet endroit inscrit dans le cadre du droit de l'homme. Et vous parlez de diversité au sein même justement des indépendantistes. Il y a plusieurs mouvances, il y a plusieurs partis en Catalogne, 3 en l'occurrence. Et du coup, vous voulez continuer votre combat politique là-bas aussi, en créant une plateforme en vue des prochaines élections, un nouveau parti. C'est pour réunir justement des fractions qui ne le sont pas du tout pour le moment, en fait. Parce qu'il y a aussi des divisions au sein même du camp indépendantiste. Il y a des différences, bien évidemment. C'est un mouvement qui rassemble depuis de libéraux jusqu'à l'extrême gauche. Et donc, il y a des différentes pensées sur comment doit être le modèle social, les politiques qu'on doit mener. Mais au-delà de là, il y a une grande unité autour de grands objectifs, que c'est de donner la parole aux citoyens de la Catalogne pour décider l'avenir. Donc, il y a une demande au sein de la société catalane de la maximale union politique. Donc, ce mouvement essaye de rassembler de différentes sensibilités politiques pour créer une plateforme qui puisse représenter de façon hégémonique cette pensée. Qu'est-ce que vous dites aux Catalans depuis Bruxelles? Ça fait 1 an que votre parcours est chaotique d'une capitale européenne à l'autre, en exil, avec du coup des poursuites judiciaires. Vous croyez vraiment encore à l'indépendance de votre région? D'accord, c'est pas un parcours chaotique parce que ce que je fais par l'Europe, ça a justement été parcourir l'Europe pour m'exprimer. Et c'est ça que j'ai essayé de trouver, j'ai finalement trouvé ici en vivant au centre de l'Europe. J'ai pu parler aux Finlandais, aux Danois, aux Allemands aussi, aux Suisses. Et au final, ça ne bouge pas? Mais ça commence à bouger parce qu'il y a un changement à l'opinion publique européenne. Et du coup, vous croyez encore en l'indépendance de votre région? Bien sûr que je crois à l'indépendance, parce que on a essayé tous les autres chemins. On a essayé les chemins du changement du statut d'autonomie, les accords avec l'Espagne, et tout ça a échoué. Il y a une majorité de gens qui demandent de s'exprimer sur ces sujets. Donc la politique s'agit aussi, je crois, de faire casse, d'écouter et d'essayer de faire, malgré la difficulté évidente d'un chemin comme tel, les citoyens. Alors vous avez eu un successeur, Quim Torra, là-bas sur place. Du coup, quel est encore votre rôle? Moi, je suis encore membre du Parlement catalan. Je suis les têtes de liste de Junts per Catalunya. Et votre avenir, il est politique? Au court terme, oui. Mais au mi-terme et long terme, pas du tout. Alors un petit mot sur une autre personnalité politique qui s'invite justement en Catalogne. Manuel Valls, ancien Premier ministre français, annonce sa candidature pour la mairie de Barcelone. Les prochaines élections, c'est aussi en mai 2019, justement à Barcelone. Vous le connaissez? C'est plausible? Oh, je l'ai rencontré une seule fois. C'est parfaitement possible qu'il puisse se candidater. C'est son droit. Mais ce parachutage... Mais quand même, c'est quand même étrange qu'une personne qui ne connaît pas du tout la réalité de Barcelone, qui ne connaît pas tous les besoins de Barcelonais, c'est quand même étrange qu'il ose gérer le défi qu'a cette ville, l'une des plus importantes qu'il y a en Europe, pour les prochaines années comme maire. Il a le droit de le faire, mais quand même, il faut écouter aussi leurs concitoyens français sur leur opinion sur la politique de Manuel Valls. Merci beaucoup, Carles Puigdemont, d'avoir été avec nous ce matin pour évoquer cette actualité. Je ne suis pas venu en Belgique, je suis venu dans la capitale de l'Europe, nous disiez-vous. Je crois toujours en l'indépendance de la Catalogne. Voilà pour quelques déclarations de Carles Puigdemont, l'ex-président de la Catalogne, dans Matin.